Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Gabrielle Cluzel. Bonsoir Pierre. Rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, auteur du livre Yes Kids. Bonsoir Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Et bonsoir à vous Nicolas Bavrez. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, économiste, essayiste, éditorialiste. Vous avez édité Le Sursaut aux éditions de l'Observatoire en octobre dernier. Quand vous voyez Monsieur Lombard annoncer 40 milliards d'économies qui fatalement se traduiront par des conséquences économiques néfastes pour une partie des Français, comment est-ce que vous réagissez ? Je crois qu'il faut surtout essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde, dans l'économie mondiale et ce à quoi on essaye de réagir. L'économie mondiale, elle était déjà très fortement chahutée, avec de très fortes tensions, avant l'arrivée de Donald Trump. Et le système de la mondialisation avait été déjà largement touché et puis cassé par le krach de 2008, la pandémie et l'invasion de l'Ukraine, avec les mécaniques de sanctions. Et ce que Trump apporte là-dessus, c'est vraiment le passage à une guerre économique totale. Parce que bien sûr, il y a le protectionnisme, mais il y a aussi la dévaluation compétitive du dollar, il y a la volonté de faire financer la dette américaine gratuitement par les alliés, mais pour l'instant, on est passé quand même très 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 proche d'un vrai krach obligataire à la suite de l'annonce du festival protectionniste. Ça a vraiment failli être le... Trump vous dira que c'était savamment calculé. Il dira sûrement ça, de même qu'il a expliqué qu'il fallait acheter ensuite des actions avant de... C'est ça, mais publiquement, donc... Et la dernière chose, c'est le choc des normes, puisque il y a le mouvement de déréglementation aux États-Unis, et chez nous, on a empilé les normes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur l'économie mondiale, sur les États-Unis, ils vont souffrir le plus, c'est au moins 2 points de croissance en moins, une inflation supérieure à 3%. L'économie mondiale, c'est entre 1 et 1,5% de croissance en moins. Et l'Europe, elle est exactement dans la cible. Après la Chine, on est la principale cible de Trump. Donc ça veut dire quoi pour l'économie française ? Ça veut dire que le gouvernement avait déjà ramené à 0,9, ce qui était bien trop optimiste, sa prévision de croissance. Pour 2025. En réalité, l'économie française, elle était partie pour quelque chose autour de 0,5. Et en fait... Ils disent 0,7 là, c'est ça ? Oui, 0,7, mais... Ce qui est annoncé, les exportations vers les États-Unis, c'est 1,7% du PIB de l'économie française. Donc ces exportations, elles vont être amputées de 20 à 25%. Et par ailleurs, on va avoir l'offensive des Chinois pour placer leurs produits. Donc, si vous voulez, on va échapper sans doute à la récession, mais à pas grand-chose. Ce qui veut dire que la première chose qu'il faut avoir en tête sur une économie, c'est quelle est la trajectoire sur l'activité. La trajectoire sur l'activité, c'est donc une économie en stagnation et des gains de productivité, c'est ça le plus inquiétant, des gains de productivité qui baissent depuis 2019. S'il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de croissance à moyen terme. Donc, voilà ce qu'est le tableau. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est 2 choses. Premièrement, le fait qu'on s'intéresse à 2026, mais pour l'instant, on ne fait rien sur 2025, alors que la situation est critique. Et pour 2026, on a entendu une première chose qui était de dire que on allait avoir des suppléments de recettes dus à la croissance. Alors là, s'il y a une chose qui est acquise, c'est que de ce côté-là, on n'a aucune bonne nouvelle à attendre. Mais Nicolas Bavrez, puisque pour ceux qui nous rejoignent... La consommation, si vous voulez. La croissance, c'est 3 choses. La croissance, les consommateurs, ils sont traumatisés, donc la consommation est plutôt en berne. L'investissement, il diminue. Et les exportations vont aussi diminuer. Donc, à partir de là, il faut quand même expliquer comment on va faire de la croissance. Pour ceux qui nous rejoignent, Nicolas Bavrez, historien, essayiste, éditorialiste, économiste, est avec nous et il nous dresse le tableau de la France, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on récupère, j'allais dire, à la fin, un peu comme l'arbre qui tombe du fruit, et vous avez eu raison de dessiner la genèse, c'est-à-dire comment l'arbre a poussé, comment les fruits sont tombés, et comment, maintenant on récupère ces 40 milliards que nous annonce Monsieur Lombard. Qu'est-ce que vous diriez ? Il n'avait pas le choix, il dit « je suis dans la merde et il faut que je trouve de l'argent et donc je vais devoir trouver 40 milliards d'économies et voilà comment je vais faire ». Alors,
Pardonnez-moi pour le terme, enfin c'est quand même... Non mais les assez, économies, on est tous d'accord sur le fait que la priorité doit être de travailler sur les dépenses publiques. C'est 57% du PIB, et surtout, c'est des dépenses qui sont très largement improductives. Parce que comment est-ce qu'un État peut prélever 57% du PIB d'une nation et être incapable d'assurer les services de base de l'éducation, de la santé, de la justice, de la police? Il ne peut plus le justifier, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut, dans un pays comme la France, être arrivé à un niveau où la production automobile, c'est celle de 1962, la production de logements, c'est celle de 1952. Et donc, si vous voulez, il faut travailler sur le niveau de la dépense, mais ce que disait Mendes France, c'est qu'il est au moins aussi important de travailler sur la qualité de la dépense. Et dans cette dépense, il y a effectivement beaucoup de dépenses improductives. Et le grand paradoxe, c'est que non seulement on n'a jamais réussi à les baisser, mais que quand on a voulu faire quelques efforts, on a fait des efforts en tapant sur les dépenses productives et l'investissement et en augmentant les dépenses improductives. Philippe Guibert, pour Nicolas Bavrez. Dans le contexte économique inquiétant que vous avez décrit, le plus rationnel serait de taper, pardonnez-moi du terme, dans les dépenses sociales. D'ailleurs, c'est ce que vous avez recommandé dans certains de vos livres, en tout cas de les diminuer pour faire diminuer le poids de la dépense sociale et retrouver un peu de marge de manœuvre. Est-ce que dans le contexte économique que vous décrivez, de baisser des pensions de retraite, de baisser des remboursements de médicaments, de baisser d'autres aides sociales, est-ce que ce n'aurait pas un effet encore plus récessif? Ce qui est très important, et là vous avez absolument raison, c'est que on n'a jamais rétabli des finances publiques simplement en faisant des programmes d'austérité. Quand on regarde les autres pays, d'abord les autres pays européens, on voit que c'est tout à fait possible. Europe du Nord ou Europe du Sud, ils ont réussi en 10 ans à se désendetter massivement, à baisser les dépenses, mais aussi à augmenter l'innovation, la croissance, l'emploi, et même pour l'Europe du Nord, au passage à réarmer. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une double stratégie. La stratégie budgétaire qui privilégie la baisse des dépenses, mais aussi une stratégie de changement du modèle économique qui permet d'augmenter la croissance. Parce que vous avez raison de dire que si on ne tape que sur les dépenses, par définition, on va baisser la croissance et puis on fait rien d'autre. Donc la baisse des dépenses n'a de sens que si elle est accompagnée d'une politique où on reconstruit un modèle productif. Et c'est ça qui est aujourd'hui très important. Pensez par exemple que en matière de biens industriels, aujourd'hui, la France ne produit que 36% de tous les biens industriels qu'elle consomme. C'est quand même c'est effarant. C'est effarant. Et derrière, il y a non seulement le problème économique, mais il y a un problème énorme de dépendance. On dépend entièrement de la Chine pour tous les biens essentiels, pour toutes les technologies liées à la transition écologique. Et on dépend des États-Unis pour tous les biens et les services liés au numérique. On dépend de la Chine pour combien de temps, Nicolas Bavrez ? Alors on dépend de la Chine pour longtemps, parce que ce que voit aujourd'hui Trump avec les Apple et autres, c'est qu'une dépendance pareille sur l'industrie avec des chaînes de production longues, ça se fait pas bouger de manière... Ça peut tout à fait se faire bouger. En tout cas, ça se fera pas sous son mandat. Mais ça se fait bouger sur un temps long. Et pour le faire bouger, il faut justement retrouver un système. C'est Luc Rémont, le patron... Le patron qui a été scandaleusement limogé d'EDF, c'est quand même remarquable de limoger en l'humiliant un patron dont le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est d'être passé de moins 18 milliards de pertes à 36 milliards de bénéfices en l'espace de 2 ans. Dans le secteur public, on attend l'équivalent, et donc il a été évidemment licencié. Mais passons, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait investir en France, c'est l'enfer. C'est un enfer réglementaire, un enfer fiscal. Et si vous voulez... peut-être là-dessus qu'il faudrait qu'on s'interroge, mais on le fera jamais ? C'est le moment de le faire. Mais c'est le moment de le faire une question... en France et aussi en Europe, parce que d'une certaine manière, Trump a mis une telle instabilité dans le système que aujourd'hui, tout ce qui était les fondamentaux vraiment importants des États-Unis, la Constitution, l'état de droit, la force du dollar, la profondeur des marchés, aujourd'hui, il y a une imprévisibilité telle que les États-Unis sont en sortie nette de capitaux depuis le début de l'année. Tellement on a une... et donc, l'Europe... Elle est dans une position critique, vulnérable, très dangereuse, mais elle a une occasion unique de se remettre en selle. Mais pour se remettre en selle, il faut
qu'elle redevienne un espace attractif. Il faut déréglementer, mais pour de bon. Aujourd'hui, les programmes de simplification, en France et en Europe, c'est la chose suivante. On voudrait tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème culturel dans cette France. On garde tout ce qui existe et on rajoute un régime de simplification à la vingtaine de régimes existants. Il faut changer de logiciel. Gabriel. Non, mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, mais finalement, ce qu'a fait Donald Trump, c'est ce que vous préconisez pour l'Europe, c'est-à-dire que c'est un pays de consommateurs. Il veut en refaire un pays de producteurs, puisque son électorat, c'est aussi ça, c'est l'électorat de la désindustrialisation. Pourquoi, après tout, serait-ce une si mauvaise idée, je conçois qu'il y ait beaucoup de turbulences. Est-ce que c'est pas l'occasion pour la France de faire la même chose, d'en profiter, et puis aussi, disons-le, parce que le narratif quand même consistant à dire tout se passait fort bien jusqu'à la guerre en Ukraine, le Covid et Donald Trump, c'est pas le vôtre, c'est pas ce que je dis, mais c'est celui qu'on entend. C'est quand même pas tout à fait vrai. On est arrivé au bout de la mondialisation. Comment voulez-vous que la France lutte avec ce modèle social face à la Chine ou même d'ailleurs à l'arrivée de l'Ukraine dans le marché agricole? Donc si vous voulez, est-ce que on charge Trump de tous les péchés de la terre, mais est-ce qu'on n'était pas arrivé en bout de cycle? Non, on était évidemment en bout de cycle parce que la mondialisation, donc elle a démarré en 79 avec les réformes libérales Thatcher-Reagan, avec les 4 modernisations de la Chine. Elle a accéléré formidablement avec la chute de l'Union soviétique, avec la révolution numérique. Elle a eu elle a marqué des grands progrès au sens où elle a permis d'universaliser le capitalisme. Elle a été une formidable aide au décollage des émergents. Elle a fait sortir de pauvreté pratiquement 2 milliards d'hommes, et elle a été une catastrophe pour la classe moyenne et l'industrie des pays développés. Pourquoi ? Parce que, précisément, c'était pas du tout un environnement libéral. On a fait du laisser-faire, laisser-passer. On a fait rentrer la Chine en 2001 dans l'OMC sans aucune contrepartie. On a oublié que, pour qu'un capitalisme fonctionne, qu'est-ce que c'est que la différence entre le capitalisme et l'économie de marché ? Le capitalisme, c'est ce vers quoi retournent les États-Unis aujourd'hui, le régime des barons voleurs. L'économie de marché, c'est un système régulé par une autorité publique. Alors elle peut être nationale pour les échanges internationaux, ça pouvait être l'OMC qu'il aurait fallu renforcer, etc. Mais on n'a rien fait de tout ça, on n'a pas construit d'ordre mondial non plus, et donc effectivement, le système a fini par exploser. Ce que je trouve aujourd'hui dangereux dans le cas des États-Unis, c'est que Trump n'est pas du tout en train de remettre en route. Il va, très franchement, la classe moyenne et les déclassés vont payer le prix le plus important. Il y aura moins d'investissement, il y aura moins de production, il y aura plus de chômage et les prix vont exploser. Donc, mais l'Amérique était déjà fracturée avant Trump, donc ça ne fait qu'aggraver. Elle est fracturée, mais si vous voulez, Biden a été une catastrophe politique. Si vous regardez juste l'économie, qui n'est pas la loi du monde, mais l'économie américaine telle que la laisse Biden, elle est sur une trajectoire à peu près parfaite. Il y a pratiquement 3% de croissance, il y a 2,5% de gains de productivité par an, il y a une situation de plein emploi, et il y a des capitaux avec l'IRA qui rentrent du monde entier, qui financent la réindustrialisation et la dette américaine. Qui est effectivement c'était pas l'avis des Américains de la Roosevelt. C'est ce que je vous dis. Là, je vous parle de ceux qui sont venus avec Vance, c'était bien. Je vous parle de la situation économique. Les taux de croissance n'ont jamais fait ni le bonheur des peuples, ni le et c'est ça le nerf de la guerre. Ni le destin des élections. On va rester avec vous quelques instants, Nicolas Bavrez, parce qu'il y a encore plein de choses à se dire. Je voulais juste signaler que l'édito international, c'est du lundi au jeudi à 8h-20, très précisément dans Europe 1 Matin. Vous ne manquez pas Vincent Hervouet, l'actualité en dehors de nos frontières, la géopolitique mondiale, les dynamismes complexes des relations internationales. L'édito international chaque matin sur Europe 1 et en replay bien sûr sur europe1.fr et l'appli Europe 1. À tout de suite dans Europe 1 Soir avec Nicolas Bavrez. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Nicolas Bavrez, entouré de Gabriel Cluzel et de Philippe Guibert. La question qui se pose, c'est on a un président de la République qui, en l'espace de un quinquennat, 3/4, on va dire, a creusé la dette de à peu près 1000 milliards. Alors on dit que le Covid c'est 300, donc le reste c'est de la dépense. On a un ministre de l'économie qui, et je vous ai pas encore entendu commenter cela, cherche 40 milliards là maintenant tout de suite pour le budget de 2026.
Vous avez dit en effet qu'il faut s'occuper de 2025 avant de s'occuper de 2026, et vous avez raison de le faire, Nicolas Bavrez. Vous avez aussi dit, c'est le moment ou jamais, parce que Donald Trump a donné un coup de taser à l'Europe, de se restructurer. Mais franchement, quand vous voyez la façon dont ce pays fonctionne depuis des années, et sans doute encore plus longtemps que moi, est-ce que vous ne voyez pas une sorte de lenteur, d'attentisme, d'habitude? Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'en France, il y a un côté soviétique des administrations, des horaires, voilà. Je reviens avec ce mot d'habitude, et je suis peut-être encore plus pessimiste que vous, mais j'ai l'impression que on n'arrivera jamais dans ce pays à faire des réformes structurelles. On n'arrivera jamais à changer le modèle. On n'arrivera jamais à faire ce que fait Milei en Argentine. On n'arrivera jamais à dire, voilà, maintenant, allez, on y va, on bosse, on se met tous. La France n'est pas assez libérale pour cela. Nicolas Bavrez. Est-ce que la France est l'homme malade de l'Europe aujourd'hui? Clairement, oui. Quand on regarde cette vieille Europe, on s'aperçoit qu'en fait, il se passe des choses dans beaucoup d'endroits. Europe du Nord, ça bouge, ils réarment, ils sont compétitifs, ils sont solidaires et ils font de la transition écologique. Et pour ça, ils ont fait beaucoup de réformes. L'Irlande marche extraordinairement bien, elle ne sait plus quoi faire de ses excédents budgétaires. Alors qu'elle a failli fermer en 2008 après la crise. À l'Est, la Pologne, depuis qu'elle est rentrée dans l'Union, 5% de croissance par an. C'est un pays qui réarme très sérieusement face à la Russie. 4% du PIB dans la défense, le plein emploi et par ailleurs une modernisation qui progresse. Même l'Europe du Sud aujourd'hui va beaucoup mieux. Le Portugal, l'Espagne, même la Grèce s'est remise du terrible choc de 2008. Pourquoi ? Parce que tous ces pays se sont sérieusement remis en question. Et même l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne de Merz est en train de bouger sur la dette, sur le réarmement, sur la fin du sous-investissement. On n'y est pas encore sur le réarmement. Ceux qui frappent, enfin là, ils viennent de décider quand même de livrer des missiles à moyenne portée. Ça va bouger là-dessus aussi. Et donc, de fait, le contraste, c'est qu'on a un pays qui, depuis 4 décennies, était en lent déclin et maintenant c'est la chute libre. Et surtout, il y a ce que vous avez souligné, un décalage complet, c'est-à-dire que c'est un pays qui est complètement à l'arrêt, alors que l'histoire mondiale bascule, que l'Europe est dans une position critique et que tous les autres, c'est pas parfait, mais ils bougent quand même. Alors, comment est-ce que ça s'explique ? Effectivement, il y a l'irresponsabilité des dirigeants, des institutions fossilisées, un État obèse et impuissant, et des citoyens passifs. Est-ce que c'est fatal ? Est-ce qu'on va en rester toujours là ? Eh ben, moi, je regarde dans notre histoire, c'est déjà arrivé. Par exemple, en 58, quand De Gaulle arrive, il dit qu'il a le choix entre le miracle et la faillite. Et ça a été le miracle parce que ils ont remis en question profondément le modèle. Quand je regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, ça montre bien que c'est possible, y compris dans des vieux pays, de faire bouger les choses. Et donc, si vous voulez, les 3 questions qui se posent aujourd'hui et qui découlent de votre question. Première question, est-ce qu'on y arrive par nous-mêmes ou est-ce qu'on passe sous tutelle du FMI, de la BCE et de l'Union européenne ? Parce que ça peut arriver, il ne faut pas l'oublier. Oui, parce que il faut jamais oublier que nous, on a perdu le contrôle de notre dette et qu'il suffit de voir ce qui se passe sur la dette américaine, qui était théoriquement la plus sûre du monde, pour savoir que on n'est pas loin, nous aussi, de la catastrophe. Deuxièmement, est-ce qu'on le fait dans un cadre républicain ou est-ce qu'on passe par une expérience autoritaire ? Et la troisième chose, c'est est-ce qu'on fait ce qu'on a fait dans les années 30, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à vraiment la catastrophe, ça a été débâcle militaire et Vichy, pour ensuite faire à partir de 45 tout ce qu'on avait refusé même d'évoquer dans les années 30 pour moderniser l'économie, répondre à la déflation, répondre à la montée des régimes autoritaires. Et aujourd'hui, c'est ça les questions qui se posent aux Français. Alors et c'est pour ça que je plaide, c'est pour faire effectivement les réformes par nous-mêmes, les faire sous une forme républicaine et les faire sans attendre une catastrophe historique. Philippe Guibert. Oui, parce que les exemples que vous citez entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie ont été l'occasion de ces sursauts. Mais là, aujourd'hui, je ne vois pas de majorité de Français. On parlait du budget, je vais redevenir très politicien, mais il est évident qu'il y a une majorité entre la gauche et le RN pour bloquer à peu près toute réforme de notre système social, de notre système local, bref. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui dans le pays, et ça représente une majorité des citoyens. C'est pas pour avoir un programme de réforme aussi ambitieux que celui que vous dessinez. Comment peut-on faire dans ce contexte politique-là ?
Je pense qu'il faut faire de la pédagogie, et notamment la pédagogie de ce que c'est que la crise financière, quand elle tombe. Mais les Français n'écoutent pas, Nicolas Bavrez. Combien de fois vous êtes arrivé sur ce plateau? Combien de fois vous avez écrit dans le Figaro? Combien de fois vous avez écrit? Les gens font des starter packs sur leur téléphone et regardent Netflix, ils regardent des séries et ils écoutent Katy Perry qui monte maintenant dans une fusée pour aller. Combien d'économistes sont passés pour dire attention, on alerte combien de fois? Honnêtement, là on est plus. Si moi vous voulez, je suis désespéré. On n'est plus dans plus dans l'alerte, on est dans la réalité. Ah oui, mais c'est incroyable qu'il y ait d'autres pays où on dit attention, il va se passer ça, et puis ils agissent. Et puis là, il faut qu'on soit vraiment, qu'on ait le nez sur le mur. Je vais vous donner. Vous avez parlé des 40 milliards pour 2026. Oui. Cette année, le service de la dette, c'est 55 milliards. Ouais. En 2029, ce sera entre 110 et 120 milliards d'euros. Donc, on voit, si vous voulez, c'est là ce qu'on voit qu'un pays, ce que ça donne quand on a perdu le contrôle de la dette. C'est-à-dire que même les 40 milliards qui sont évoqués là, en réalité, pour l'essentiel, ça va servir juste à compenser l'augmentation du service de la dette. Et donc, c'est pour ça que il faut aujourd'hui faire basculer le système. Mais politiquement. Et si vous voulez, quand un pays ne peut plus se financer, c'est ce qu'on a vu avec la Grèce, c'est que là, c'est 20 ou 25% en moins pour les retraites, pour les pensions, pour la rémunération des fonctionnaires. Et nous, on n'est pas menacé pour l'instant par une évolution à la grecque, mais on est vraiment dans la situation de l'Italie en 2011, l'étranglement progressif. Mais l'étranglement, il est en train d'accélérer de manière spectaculaire. Et ce qui est étonnant, c'est que de fait, la première responsabilité du ministre de l'économie et des finances, qui a quand même une économie à l'arrêt et un État en faillite, ça serait d'expliquer comment il va remettre l'économie en marche et comment. Justement, alors vous voulez l'écouter, on va l'écouter, Monsieur Lombard, Éric Lombard. Je maintiens le 4,6% pour 2026, qui va demander un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. Et c'est pourquoi nous avons une méthode radicalement nouvelle avec le Premier ministre, qui est de construire ce budget 2026 dès mardi. Et c'est pour ça que nous réunissons en fait l'ensemble de nos partenaires. C'est qu'on va commencer par poser les bases, nous permettant de façon beaucoup plus collégiale que ce qu'on fait d'habitude, cet effort que nous demandons à la nation. Budget 2026, 40 milliards d'efforts à faire. Oui. Voilà. Bon, on n'en sait pas plus. On est bien avancé, Nicolas Bavrez. Mendès France disait que les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. Et quand les ministres sont en désordre en plus des comptes, c'est vrai que on a de quoi être inquiet. Gabriel Cluzel. Non, mais c'est toujours, et on le sait, les efforts vers les mêmes. Vous citiez l'exemple de la Pologne, je ne sais plus si c'était pendant la pause ou si c'était... Je ne peux pas parler tout le temps de la Pologne, parce que sinon mais moi je vais me permettre d'en parler. Puisque moi, on va me renvoyer là-bas, on va me dire si t'es mieux là-bas. Non, mais moi j'ai rien à voir avec la Pologne, je suis véronaise, donc je peux en parler. Vous avez été sous la botte de fer, mais après vous en êtes débarrassé. Nous, le problème, c'est que nous ne l'étions pas, et aujourd'hui nous le sommes. Parce que qui empêche les réformes? La gronde syndicale permanente dès quelqu'un lève le petit doigt. Vous disiez, alors pardon, je vais être complètement iconoclaste, vous disiez que De Gaulle avait fait un miracle. Il a fait beaucoup de choses en matière de souveraineté, enfin on peut en dérouler, mais il a quand même laissé la main à ces syndicats et un parti communiste très présent dont nous payons encore aujourd'hui les conséquences. Et moi je vois la lâcheté politique de tous ceux qui nous ont gouvernés pendant des dizaines d'années. Parlons de ce gouvernement. Il sait très bien où il pourrait tailler. Il le sait, tout le monde le sait. Vous parliez des dépenses publiques pléthoriques, des agences qui servent pas à grand chose. Hein, soyons très clairs. On parlait des ARS pendant le Covid. Puis après, maintenant que le Covid est terminé, plus personne n'en parle. Donc, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, la France soit incapable d'avoir ce courage-là? Mais Gabriel, je rajoute juste pour rajouter à votre question, est-ce que Monsieur Lombard, qui a été un patron de la BNP, qui aujourd'hui est à Bercy, qui a toujours eu des postes de haute fonction, est-ce qu'il n'est pas encore dans l'ancien système? Je veux dire, dans le vieux monde. Dans le vieux monde, quoi. C'est ça la question. Non, mais il est dans un schéma. En fait. Il est effectivement dans un système politique qui est ce système. Il est dans le fauteuil en cuir de sa CX Palace. Et par ailleurs, il est dans une logique d'un gouvernement qui ne cherche pas du tout à traiter les problèmes du pays, mais qui ne cherche, dont le seul objectif est de durer et d'acheter à tout prix
un petit sursis supplémentaire. Donc il s'inscrit dans cette logique. C'est-à-dire qu'on a un minuteur pour la bombe atomique à 3 minutes et puis il le remet à 2 minutes 50 en fait. On voit très bien que l'épée de Damoclès de la censure, elle pèse de Madame nouveau du Barry sur le sur budget 2006, très clairement. Oui. Voilà, aussi sans doute sur le système énergétique qui par ailleurs est géré de fait de manière ubuesque. Je rappelle quand même que dans les inactions incroyables, si on regarde, après tout, c'est quand même théoriquement un état de droit, et donc que la loi qui s'applique, ça reste une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035. Donc qui programme un blackout généralisé, une pénurie générale d'électricité dans le pays, et ça n'émeut personne. Donc il y a quand même, parce que si vous voulez, il y a beaucoup d'incohérences. Et donc quand une démocratie est dans un état pareil, je le répète, une classe, c'est des l'auteur de dirigeants Sursaut qui irresponsables, parle, Nicolas Bavrez qui a écrit Sursaut, donc il faut quand même commencer à sursauter avec lui, sinon il va être bien seul. Le sursaut, il ne peut partir que des citoyens. Et là où on a quand même des choses, c'est que quand on dit que la France est dans cet état, il y a quand même une partie de la France qui se bat. Quand vous regardez aujourd'hui, cette France, elle tient essentiellement sur les grandes entreprises et les PME qui continuent à exporter, etc. Et quand vous faites un tour de France de la réalité, il y a beaucoup de villes qui ont construit des écosystèmes qui sont performants. On a beaucoup d'entreprises qui se battent et qui résistent, alors que la spécificité de la France, c'est que c'est le seul pays qui déteste ces grandes entreprises, qui n'arrêtent pas de leur mettre des bâtons dans les roues, alors qu'elles sont soutenues partout ailleurs dans le monde développé. Et pourtant, on a des gens qui arrivent à faire des choses assez extraordinaires. Et c'est pas que l'entreprise. Voilà, on a aussi par exemple, dans la recherche publique, s'inspirer des entrepreneurs. On a des gens qui sont au meilleur niveau mondial parce que ils arrivent effectivement, ils ont l'énergie, la créativité, et ils restent dans ce pays, si vous voulez, une énergie et une créativité qu'on n'utilise pas. Donc, les Français ne sont pas le problème, ils sont la solution. L'État n'est pas la solution, c'est le problème. Merci Nicolas Bavrez, c'est parfaitement clair. Il faut lire absolument Sursaut aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci dans Europe 1 Soir.